Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Un semestre après votre prise de fonction, comment allez-vous? Très bien. C'est très bien. Donc ces 6 derniers mois, c'est beaucoup de travail, mais encore beaucoup d'envie et beaucoup de projets à réaliser. Vous vous attendiez à cette charge de travail? Oui, parce que j'avais déjà été premier adjoint pendant près d'1 an et demi, donc je m'y attendais. Et après, ce qui change, je dirais que c'est surtout le rapport aux gens. Il y a un moment important dans la vie d'une équipe municipale, c'est le budget. Quelles sont les grandes orientations du premier budget que vous allez présenter? Alors les orientations, on est dans un contexte qui est de plus en plus contraint avec la réforme de la taxe d'habitation et puis par rapport à l'obligation que l'on a de contenir un certain nombre de dépenses. Donc ça, c'est dans le cadre de cette obligation que j'ai dû présenter lors du débat d'orientation budgétaire ce que sera notre prochain budget puisqu'il sera voté la semaine prochaine. Donc j'ai pris un certain nombre d'engagements. Le premier engagement, c'est pas d'augmentation d'impôts. Le deuxième engagement, parce que c'est ce qu'on entend, si vous voyez l'homme de la rue, si je peux utiliser cette expression, on vous dit faut faire des économies. Oui, à Saint-Raphaël, pour la première fois, on va faire des économies importantes sur le fonctionnement puisqu'on va faire une économie de près d'1 million d'euros. Alors pourquoi une économie? Afin de pouvoir renforcer notre autofinancement et de pouvoir notamment porter des projets tout en étant indépendant vis-à-vis de l'endettement extérieur, c'est-à-dire de l'endettement bancaire. Quand on voit les fluctuations de la part de l'État, notamment sur la dotation globale de fonctionnement, c'est devenu un numéro d'équilibriste que de monter un budget. Oui, parce qu'on a de plus en plus de contraintes et ces contraintes, elles sont extérieures. Lorsque l'État va par exemple augmenter la CSG, vous avez une masse salariale de près de 30 millions d'euros, si on vous l'augmente d'1%, eh bien ça vous fait 300 000 euros de dépenses supplémentaires. Lorsque vous avez des obligations qui vous sont imposées dans le cadre du logement social, cette année on a une pénalité particulièrement injuste, c'est 2,8 millions d'euros de dépenses supplémentaires. Lorsque l'État, avec cette réforme de la taxe d'habitation, certes la première année on va nous la compenser, donc on n'aura pas de manque à gagner, sauf que des conditions vont être posées. Et puis on sait toujours comment ça marche, c'est-à-dire que les conditions d'aujourd'hui vont être les obligations de demain. Ce qui rend votre tâche de plus en plus compliquée? Je pense que c'est plus compliqué. Bon, je ne peux pas vous le dire avant puisque je n'y étais pas, mais on a des marges de manœuvre qui sont bien inférieures à ce qu'elles étaient. Si je compare simplement avec 2014, c'est-à-dire le début du mandat, eh bien, c'est plusieurs millions d'euros en moins pour l'investissement dont nous disposons. D'abord par la baisse des dotations et puis aujourd'hui par rapport notamment à un ensemble de mesures contraignantes que je viens de vous donner. Il y a un sujet important dans la vie d'une équipe municipale, c'est le PLU. En matière d'urbanisme, quelle est votre politique? Là, j'ai pris aussi quelques engagements et notamment des engagements qui résultent des rencontres. Dès que je suis devenu premier adjoint, j'ai souhaité aller véritablement à la rencontre des citoyens, donc à travers les conseils de quartier ou encore dans les associations et pouvoir entendre ce qu'étaient leurs revendications en la matière. Parce qu'on a des objectifs qui sont très contradictoires. D'une part, l'État nous demande de plus construire, mais d'un autre côté, le citoyen nous dit on veut arrêter la bétonisation. Et cette bétonisation était notamment rendue possible avec cette fameuse loi Allure qui permet de densifier dans les centres urbains. Alors j'ai regardé comment de manière pragmatique, c'est-à-dire de manière efficace, on pouvait limiter la densification. Et c'est pour ça que j'ai proposé une mesure forte qui était d'imposer 50% d'espace vert sur toutes les parcelles des quartiers périphériques. Vous avez déjà des retours de la part de vos concitoyens quand vous annoncez de telles mesures? Lors des conseils de quartier, notamment, des retours très positifs dans la mesure où ça répond à leurs revendications, aux revendications qui étaient également portées par les associations. Je ne me suis pas fait que des amis parmi les promoteurs, mais c'est pas grave. Et je dirais que les promoteurs les plus intelligents vont pouvoir s'adapter face à cette contrainte. C'est-à-dire que vous allez aussi imposer les dernières normes en vigueur en matière de protection de l'environnement, en matière d'économie d'énergie? Oui, je souhaite un habitat de qualité, c'est-à-dire qu'on construise moins, mais qu'on construise mieux. Depuis que vous êtes maire, vous avez eu tendance à aller à contre-courant. Généralement, en période de crise, les élus font des économies sur la politique culturelle. Et vous lancez un cycle de conférences, vous lancez les jeudis live. Pourquoi ça? Parce que c'est ce qui est demandé par les gens. Donc,
J'allais pas faire des économies sur ce qui est demandé par la population. C'est tellement simple de faire des économies effectivement sur des événements. Je vous dis, je supprime le festival de jazz. Effectivement, je fais 300 à 400 000 euros d'économies. Mais c'est tout le contraire qui m'est demandé. Donc j'ai souhaité faire des économies là où peut-être c'est plus difficile, là où peut-être on n'a pas l'habitude de le faire, c'est-à-dire sur le fonctionnement. J'ai demandé, vous prenez le budget de la culture, on a près de 6 millions d'euros qui sont consacrés à la culture, près de 10% du budget de la ville. La part animation représente 1,2 million d'euros. Eh bien, il nous reste 4,8 millions d'euros sur lesquels je suis certain que nous pouvons faire des économies. N'est-ce pas aussi la possibilité de renforcer ce qu'on appelle généralement aujourd'hui notre vivre ensemble? N'est-ce pas à travers la culture qu'on peut essayer de resserrer les liens entre les gens? C'est évident, c'est là où les gens peuvent se rencontrer. Surtout dans une société où on a de plus en plus tendance à être replié, à rester chez soi, ou pour les plus jeunes à passer leur vie devant des écrans. Donc l'occasion de pouvoir se rencontrer avec des grands spectacles, avec des expositions, avec aussi du savoir, vous avez évoqué les grandes conférences, c'est d'avoir de l'intelligence qui est à la portée de tout le monde, que l'on retrouve notamment que dans le cadre des grandes métropoles, et je pense aux conférences qui ont été données par Jean-Noël Jeanneney ou par Madame Schnapper, ou celles qui seront données demain par Nicolas Bouzou, par Luc Ferry, par Éric Orsena, ou encore par d'autres intellectuels. Eh bien, vous avez toutes les générations qui sont présentes, ça permet de se rencontrer, ça permet de discuter, ça permet de débattre. Je pense que c'est ça aussi la démocratie, c'est une façon de vivre ensemble. Permettez-moi une question, vous venez de parler d'écran. Quel est votre regard sur la numérisation de nos vies, sur ces nouvelles fibres, ces nouveaux modes qui nous sont proposés? D'abord, ça s'impose à nous, donc on n'est pas pour ou contre, c'est un état de fait. Donc la question, c'est de savoir comment on l'accompagne. Je pense que pour tout ce qui relève de l'activité économique, il faut bien entendu que ça fasse partie des investissements de demain. C'est pour ça notamment qu'il faut favoriser le déploiement de la fibre afin que le très haut débit soit à la portée de tous. Et puis, il faut un accompagnement pour les personnes les plus âgées, mais pas seulement, parce que si on regarde notamment les utilisateurs d'Internet, on s'aperçoit que les seniors sont particulièrement adaptés dans ce domaine-là. Mais notamment pour les populations les plus fragiles, afin d'éviter une fracture numérique, eh bien, il faut qu'il y ait un accompagnement. Et ça peut être le rôle d'une collectivité aussi, de pouvoir remédier que certains demeurent à l'écart. Mais c'est une évidence, ça s'impose, c'est le 21e siècle. Une dernière question, si vous le permettez. À l'occasion de votre discours de prise de fonction, vous avez cité Saint-Exupéry en disant « Il faut autour de soi des réalités qui durent oui. ». Mais en politique, ne dit-on pas que jamais, ça veut dire pas tout de suite? Oui, on peut être pragmatique, mais il faut une colonne vertébrale et c'est justement ça qui peut faire que vous durez. Donc, ayant envie de durer, l'action publique nécessite aussi un petit peu de temps, donc de pouvoir avoir un certain nombre de réalisations. Les réalisations, vous les voyez sur 5 ou 10 ans, je pense qu'il faut aussi être dans le concret afin de pouvoir mener ces projets à terme. Quand vous donnez une perspective de 5 à 10 ans, on doit entendre en creux que vous serez candidat aux prochaines élections municipales? Tout à fait, je l'ai toujours annoncé, sinon ça n'avait pas de sens que d'arriver pour un demi-mandat, pour faire 2 ans et puis pour se retirer. Quand on connaît le temps de l'action publique, le temps pour mener des projets, il est certain qu'on a besoin de 5 à 10 ans pour aller jusqu'au bout du sujet. Après, il peut parfois être raisonnable de se retirer. Eh bien écoutez, M. le maire, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt.